Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le lundi, c'est politique. Christophe Bordet. Je vous ai compris. Au revoir. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Mais je m'en fous du gouvernement. C'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Je vous demande de vous arrêter. Les vraies voix politiques, et oui bien sûr, c'est comme chaque lundi, ils sont venus, ils sont tous là. Nicolas Corato, président de l'Institut de recherche politique, place de la République. Bonsoir Christophe. Je sais pas si c'est pas le général de Gaulle qui appelait ça un machin. Oui, mais c'est bien les machins. C'est un machin. Ouais, ce pays produit beaucoup de machins. Ah bah, moi, je contribue à la production dans ce Ah pays. oui, bah c'est clair. Vous êtes au niveau de l'ONU, alors Nicolas. Écoutez, C'est exactement ça. Bien sûr. Ouais, bravo. Et on vit avec ça alors. Non, on n'en vit pas malheureusement. Ah, on n'en vit C'est pas. un Mais machin vous faites qui- comment alors Bah, Vous mangez avec quoi? Je travaille. Ah, vous travaillez un peu, je travaille vous. un peu, oui, quand même. D'accord. Bon, À bah, côté. très bien. Vous avez une place dans la République, en tout cas. Je l'espère. Voilà. Mais tout comme vous, Philippe Binger, vous restez avec nous pour ces vraies voix politiques. Absolument, c'est le bonheur Comme du chaque lundi. lundi. Et puis Maxime Thiebaud, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps parce qu'il avait d'autres occupations. Docteur en droit, Bonsoir. merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir de vous Il retrouver. fallait un souverainiste de plus. Oh ouais, souverainiste. Oui, un enfin, vous républicain n'êtes pas en ce tous moment. souverainistes autour de la Non. table. Hein. Heureusement, Corato est là pour Ouais. que la balance soit à peu près équilibrée. Voilà. Moi, j'essaye Il de n'est faire pas- centriste. C'est dire à quel point Ouais, c'est pas l'enjeu est facile. compliqué. Ouais. Bon, tout va bien, les amis. Est-ce que vous êtes remis de la soirée des municipales hier, soirée verte, hein, comme on n'arrête pas de le dire Oui, depuis ou le début de pastèque. cette émission? Pastèque, Pas c'est-à-dire? pastèque, parce que les verts, c'est vert à l'extérieur, c'est rouge à l'intérieur. Non, mais arrêtez avec ça. Mais moi, vous j'ai- dites, j'ai vous dites hâte de toujours la voir- même chose. J'ai hâte Et de vous savez, voir. vous savez qui disait ça d'ailleurs? C'était Jean-Marie Le Pen qui disait ça. Eh ben, il n'avait autrefois. pas tort pour le coup. Oh. Non, je suis désolé, mais quand je vois qu'à Strasbourg, le candidat qui a gagné allait dans les banlieues en disant, vous voyez, on a une voilée sur notre liste. Ah non, pour pas, faire des pas lois. le Enfin, je trouve ça candidat, moyen, Maxime, quoi. c'est pas le parti. candidat. C'est Un parti. membre de Oh sa là équipe. là. Et franchement, des glissades comme ça dans les campagnes électorales, on en a déjà vu, c'est regrettable. Ça ne se justifie pas. Mais franchement, mettre sur le dos des militants ce genre non. Pour avoir mené des listes, je peux te dire que quand le message il circule comme ça, c'est que la tête de liste est d'accord. En tout cas, moi, Après, je m'en on suis se bien récupère, remis. Oui. Et j'ai, non, franchement, un peu la gueule de bois parce que j'ai Vous beaucoup étiez pour fêté ça. les Verts, vous? Mais moi, j'étais pour que la gauche, enfin, retrouve un message un Pourquoi peu les Verts, c'est unitaire. de gauche? Oh, ce sont Oui, tristes. alors ça va se discuter. Non, mais c'est une vraie question, c'est une belle question. Bah oui, Christophe. c'est une vraie question Est-ce parce qu'ils que sont non mais je vous dis vraiment ça de gauche? pourquoi? Oui, non, mais vous Parce avez raison. qu'aujourd'hui tout le monde fait de l'écologie. Oui, mais Tout le monde. il y a une vertu sociale dans ce que font les Verts depuis longtemps. Et en tout cas, moi, je suis très content de ces mécanismes d'union de la gauche, notamment à Marseille. Vous vous rendez compte que la gauche devienne majoritaire dans la ville de Marseille après 25 ans de règne de M. Gaudin? C'est quand même un événement politique très très important. Oui. Donc oui, ça vaut la Bon, peine. avec une participation comme partout ailleurs, Quand la gauche qui s'unit, n'est pas elle terrible gagne. quand même. Hein. Voilà. C'est quand même des victoires Oui. avec des participations extrêmement light. Et avec une vraie faille civique, une vraie déchéance civique dans Ça, ce c'est pays. clair. Démobilisation absolue. Et qu'il faut mettre à la fois. Enfin, moi, je peux dire un mot là-dessus, très vite. Oui. Je trouve que c'était une élection. On peut dire tout ce qu'on veut, mais pour la première fois, il y avait une vraie offre politique. On peut pas dire que les Français étaient face au néant. Il y avait énormément de choses différentes. C'est pas la même chose de voter pour un Vert, pour un LREM, pour un LR. Il y avait beaucoup de choix. Et moi, je trouve que les Français, en n'allant pas voter, ont failli civiquement. Non, mais je suis C'est d'accord sur extrêmement l'offre. grave. Je suis d'accord Et sur il y l'offre. a une responsabilité Après- des électeurs. Mais Maxime. vous trouvez que l'offre, Nicolas, elle était apparemment vaste, mais avec les combinaisons qui sont opérées, il me semble qu'elle a perdu de sa Non, transparence. mais il Et on fallait est vite déjà- retombé il dans la fallait vieille l'identifier. politique, hein. Il fallait l'identifier, cette Oui. offre. Parce que le problème, c'est que c'est facile d'avoir des étiquettes, mais vous aviez des programmes différents entre toutes les communes et même des compositions politiciennes qui faisaient que certaines alliances dans une ville étaient contraires à d'autres alliances du même genre dans une autre ville. Mais est-ce que c'est Donc, ça ne nouveau, tenait ça? pas C'est la pas route. nouveau. Non, c'est pas nouveau. La et ça fait réalité, par longtemps contre, qu'on sur n'a pas eu. l'abstention, non, mais sur l'abstention, je veux quand même dire un mot. Moi, je pense que l'abstention, elle est politique cette fois-ci. C'est-à-dire que les gens ne croient plus au système Ah oui, représentatif mais tel c'est qu'il est grave, défini. c'est grave. Parce qu'on Voilà. en parle Et donc jamais. on a des conventions Non, citoyennes mais hier, élues par voilà. personnes qui Hier, prennent des décisions. Aucun journaliste Moi n'en a j'adore. parlé. Hier, aucun journaliste n'en a parlé. Mais la réalité, c'est Qu'est-ce que vous en depuis- savez? Vous avez Mais- écouté Sud Radio, vous? Sud Radio, j'écoute toujours. Je dors à Sud Oui, Radio. ah bah, j'adore. vous dites, Ah aucun non, journaliste je en me a pique parlé. Sud Radio. Non, mais aucun journaliste n'a dit, vous savez, depuis 10 ans, les compétences des maires sont en train de tomber. Et les compétences des élus locaux sont en train de tomber. Et la réalité, c'est que derrière, les Français savent très bien que le maire, il a plus de marge de manœuvre. Et ça peut expliquer, je pense que c'est toute une partie de l'abstention. Je ne crois pas. Objectivement, d'autant plus que les Français ont toujours considéré que le maire
avait un rôle fondamental. Je Oui, crois, Philippe, je mais dans les rejoins sondages- plutôt Nicolas, si j'ai bien saisi Dans les sa sondages, pensée. le maire a C'est une dégringolé depuis 6 ans. démotivation civique qui s'inscrit dans la multitude des... On va continuer de parler de la poussée écologiste dans un instant avec Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, qui sera avec nous. Et à 19h30, Gilbert Collard pour parler des victoires du Rassemblement national et en particulier à Perpignan avec Louis Alliot, ville de 120 000 habitants. On va parler de tout ça évidemment dans un instant. On aura peut-être aussi le temps de parler, mais ça c'est plutôt en fin d'émission, de François Fillon, des condamnations évidemment du jour qui sont quand même très importantes pour le couple Fillon, même si évidemment ils vont en appel. Donc à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les vraies voix politiques sont là. On est lundi, bienvenue. Les vraies voix politiques sur Sud Radio avec notre première invitée qui est avec nous, Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts de la capitale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Esther Benbassa. Bon, on en parlait là avant que vous arriviez pendant la publicité. Je disais quelque chose d'assez simple. Alors c'est un ressenti personnel évidemment. Je vous aime bien, il n'y a pas de souci bien évidemment, mais quand même. Mais j'espère bien. Oui, ben oui. Non mais j'aime bien en plus parce qu'Esther, elle a toujours des couleurs affriolantes, des boucles d'oreilles incroyables, etc. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais donc voilà. Donc c'est vrai que j'aime bien ce genre de personnage. Non mais au-delà de tout ça, bien évidemment, vous me faites peur. Moi, je vous le dis, vous me faites peur. Vous savez pourquoi vous me faites peur ? Parce que, par exemple, moi qui suis un conducteur qui adore la bagnole, hein, je vous le dis franchement, j'adore conduire, j'adore les voitures. Quand j'entends que on va transformer le périphérique en jardin ou tel endroit, qu'on ne pourra plus passer en voiture dans sa ville, qu'on ne pourra plus conduire, etc. Moi, je me dis tout ça, c'est du radicalisme pur et dur. Alors, il y avait l'extrême droite, l'extrême gauche, et il y a les extrêmes verts. Voilà ce que je me dis, mais je me trompe peut-être, Esther, je ne sais pas. Oh, je crois que vous vous trompez un peu. Ah bon ? Oui, on n'est pas dans l'écologie punitive. Vous savez bien. Jusqu'à présent, ça a été le cas quand même. Hein. Toutes les mesures prises, pas forcément par vous, puisque vous n'étiez pas forcément au pouvoir. Mais enfin, sur l'écologie, toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, la plupart du temps, elles étaient punitives. Sauf peut-être les 50 € donnés pour acheter un vélo en ce moment. Ça, c'est pas mal. Voilà. Oui, là, vous caricaturez un peu, excusez-moi de vous le dire. Non, mais c'est mon ressenti. Oui, mais je comprends que vous ayez un ressenti. Mais moi, je vais vous répondre simplement. Écoutez, il y a un choix à faire. Vous voulez rouler en voiture dans le centre-ville. Vous voulez rouler à 130 km/h. Oui. Écoutez, continuez. Et puis après, il faudra quand même un jour vivre sous, je ne sais pas, 47, 50 degrés de chaleur. Oui. Alors, c'est un choix à faire. Écoutez, ne soyez pas quand même climato-sceptique. Mais peut-être que je le suis à titre personnel déjà, hein, c'est possible. Non mais juste une chose, regardez une mesure, juste une mesure toute simple parce que vous parlez de la voiture. On a cette convention citoyenne qui avait proposé 110 km/h sur les autoroutes, puisque c'est à ça, vous pensez à ça j'imagine aussi. Moi, je ne comprends pas qu'on nous dise il faut rouler à 110 km/h sur les autoroutes au lieu de 130, alors qu'en même temps, on n'arrête pas de nous dire que les voitures aujourd'hui qui sortent des usines polluent de moins en moins, voire pratiquement plus du tout. Donc il y a un moment, on n'y comprend plus rien. Je suis désolé de vous le dire, Esther. C'est faux, non, mais ne soyez pas désolé. Non. Ne soyez pas désolé. Excusez-moi, lorsqu'on sera tous à la voiture électrique non polluante, mais peut-être les choses seront un peu moins dramatiques. Et aujourd'hui, si vous continuez, d'abord, baisser la vitesse à 110 km/h, c'est quand même éviter des milliers de morts. C'est déjà ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Ensuite, écologiquement parlant, cette mesure est intéressante car elle permettrait, n'est-ce pas, de réduire les émissions de 20% en moyenne et de faire des économies de carburant et de réduire donc, comme je vous l'ai déjà dit, la mortalité. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Si vous êtes toujours convaincu qu'il faut rouler à 130 et qu'il faut faire
de la voiture tous azimuts, écoutez, Non mais attendez, faites-le. regardez ce qui se passe avec les Allemands, c'est pas nouveau. Sur les autoroutes, on roule au-delà de 130. Il n'y a pas plus de morts sur les autoroutes en Allemagne qu'en France. Alors peut-être que nous, on a un problème parce qu'on est un peu latin et que voilà, on a le sang chaud, j'en sais rien. Peut-être que les Allemands sont plus disciplinés que nous, je n'en sais rien. Mais je trouve que c'est compliqué de faire cette comparaison, par exemple, au niveau du nombre de victimes sur les autoroutes, parce que, une fois de plus, on a aussi des pays autour de nous où ça se passe bien mieux que chez nous. Donc Non, mais le c'est pas vrai, problème c'est n'est pas pas vrai. écolo. Le problème n'est pas écolo, là, pardon. Bon, écoutez, si vous considérez que ce n'est pas écolo, c'est votre droit. Moi, je ne partage pas votre opinion. Et deuxièmement, écoutez, la question de la mortalité, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Lisez tous les travaux qui se font et qui disent que la réduction de la vitesse sur les autoroutes vraiment éviterait un très grand nombre de morts. Alors que l'Allemagne roule comme ça, en Allemagne, je ne connais pas les statistiques sur la mortalité en autoroute, mais en tout cas, un jour, il faudra sortir de son climato-scepticisme pour être réaliste. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Une planète complètement déchirée, complètement abîmée, invivable. Voilà, c'est votre droit. Vous avez vu, pendant le confinement, on entendait les oiseaux, on entendait moins de bruit, on se plaignait moins, Bah oui. et puis Non, les mais émissions avaient baissé. Il faut Alors, revenir, écoutez, à la charrette à bœuf, hein, comme mes grands-parents autrefois, hein, qui étaient agriculteurs. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, on est allé vers un progrès, et puis maintenant, on nous dit le progrès, il pollue, donc on ne peut plus l'accepter. Je ne sais pas ce qu'en pensent les vraies voix politiques autour de la table, Maxime. Et moi, ça me fait sourire parce que c'est Boboland. On est en train de parler. C'est Boboland. Mais c'est Boboland. C'est un peu exagéré, On peut-être. nous parle des. Non, mais c'est les Verts de Paris, c'est les Verts des grandes villes, des métropoles, ils n'ont pas de problème. Enfin, honnêtement, on est en train de parler des 110 km/h. On est en train de sortir de la pire crise sanitaire qu'ait connue le pays depuis je ne sais pas combien d'années, je crois, de son histoire pratiquement. Et on est en train de nous parler du 110 km/h, alors que derrière, on a vu qu'il y avait une crise de la mondialisation. Moi, j'aurais préféré entendre parler mais des quel Verts. est le problème entre la crise et les 110 km? Non, mais là, je vois pas. Non, mais les 110, c'est devenu votre foulard face au gouvernement. Mais allez parler de la démondialisation, reprenez ce qu'a écrit Montebourg, dites qu'il faut défendre la production locale, qu'il y a un problème dans ce libre-échange, etc. Mais ça, vous pouvez pas le dire parce que malheureusement, vous êtes complice du système qui a été créé autour de cette mondialisation inhumaine. Donc vous êtes bien embêtés aujourd'hui. Non, mais la réalité, nous, elle est là. Mais au Sénat, écoutez, vous avez voté. Vous répondre. Oui. Nous, on est pour la relocalisation. N'est-ce pas? On est pour les circuits courts. Ne me dites pas qu'on est, alors on fait quoi pour de la Lisbonne? mondialisation. Et deuxièmement, bobo. On fait quoi des traités européens, madame la sénatrice? Vous utilisez le mot bobo comme une insulte. Moi, je prends ça comme un mot qui a un sens. Ça veut dire bourgeois bohémien. Enfin, bohémienne dans le sens anglophone. Alors, quel est le problème? Vous croyez qu'on est que dans les grandes villes et qu'on ne fait pas de l'écologie dans les petites villes et les villages? Mais qu'est-ce que font les paysans? Écoutez, ils roulent à 130 à l'heure. Ils ont des éoliennes. Ils ont des éoliennes surtout qui pénalisent leur paysage. C'est ça qu'ils ont. Et vous savez très bien que ça produit aucune électricité. C'est ça la réalité. Vous avez mis des éoliennes partout en France et vous savez très bien que c'est contre-productif parce que ça coûte plus cher à produire et ensuite à détruire, à recycler, que ça ne produira d'électricité tout le long de sa vie, une éolienne. Alors au lieu de défendre une écologie intelligente, vous allez continuer de pénaliser les gens. Et ça, je suis désolé. Mais c'est quoi une écologie intelligente? Une écologie intelligente, c'est développer un nucléaire de plus en plus propre. Une écologie intelligente, c'est changer les traités européens pour qu'enfin on produise en France, qu'on soit dans une autosuffisance alimentaire, qu'on développe une vraie agriculture biologique et qu'on aille chercher dans le monde ce qu'on ne peut pas produire en France. C'est aller amener des produits dans l'assiette de nos enfants qui ne viennent pas de production liée à l'OGM. C'est vraiment combattre le système ultralibéral. Mais ça, vous ne le faites pas, vous n'existez pas ici. Comment on le fait pas? Non, parce que vous avez défendu les traités, vous défendez ce système, je suis désolé. Alors vous nous parlez du 110 km/h. Nous, on est... Enfin, non, c'est l'intervieweur qui m'a posé la question. Oui, mais allez-y, continuez, Esther. Et laissez-moi parler.
Nous sommes pour le bio. C'est vous qui défendez le bio. Nous sommes pour le bio, là on est d'accord. On est contre l'artificialisation des sols. On est pour les circuits courts. On est pour la relocalisation. La mondialisation, il faut consommer modérément. On est contre la construction de supermarchés, contre la publicité abusive. Nous sommes pour produire moins et consommer moins, voilà. Et nous ne sommes pas des décroissants. Madame la sénatrice, comment se fait-il que justement ces considérations qui semblent objectivement souhaitables ne parviennent pas à s'instiller de manière profonde dans tous les esprits, quoi? Pourquoi y a-t-il à chaque fois une sorte de sauvegarde personnelle contre ce que les écologistes proposent, comme si c'était quelque chose d'accablant pour la collectivité, alors que ça paraît bien? Il m'a bien analysé. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Écoutez, on peut vivre autrement. Je ne dis pas aux gens de vivre comme au Moyen-Âge. En plus, moi, je ne suis pas donneuse de leçons. Ça m'est égal. Il faut qu'on prenne nos risques. Est-ce qu'on veut vivre mieux et autrement, ou est-ce qu'on veut vivre dans une planète qui est invivable, avec un air irrespirable, avec une nourriture qui coûte à la collectivité des sommes fabuleuses à cause de toutes ces maladies liées à la pollution, tous ces cancers liés à la mauvaise nutrition? Enfin, c'est du bon sens. Alors dire que voilà, l'écologie punitive, on veut punir personne. Pourquoi on punirait puisqu'on veut vivre mieux? En tout cas, pardon, mais regardez la taxation. Écoutez, la taxation sur les carburants, par exemple, pardon, mais l'État en a bien profité, etc. À chaque fois, c'est la même histoire. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure, on va nous dire il faut taxer parce qu'il faut trouver des moyens de la financer, donc c'est qui paye? Toujours les mêmes. Vous voyez, c'est ça le problème. Je ne suis pas pour la taxation. Monsieur, je vais vous dire une chose de bon sens. Aujourd'hui, des grandes villes ont voté écologiste, d'accord, pour les écologistes. Il y a des aspirations qu'il faut respecter. Ces gens-là ont voté écologiste parce qu'ils ne veulent pas vivre comme aujourd'hui. Ils veulent vivre, elles et ils veulent vivre autrement. Alors, le mouvement a commencé. Espérons que nous serons à la hauteur pour mener à bien et satisfaire ces aspirations des populations. Ce sont des premiers pas très prometteurs et j'invite mes amis écologistes d'être à la hauteur. Alors aujourd'hui... Ça, c'est vrai que c'est une vraie question, ça, ce que vous dites là. Et Madame la sénatrice, j'ai une question pour vous, Madame la sénatrice. Nicolas Corato. Vous êtes une femme de gauche. Bonjour. Bonjour. Sa personne ne peut vous le soustraire. Vous êtes une femme dont l'engagement est connu à gauche et ça ne fait aucun pli. Mais je remarque depuis quelque temps que certains grands ténors de votre parti, je pense notamment à monsieur Yannick Jadot, n'emploient plus le terme de gauche dans ces expressions. Est-ce que votre parti se situe encore à gauche et peut être dans une logique d'union de la gauche, ou est-ce que, peu à peu, il pourrait devenir finalement une sorte de succursale de La République En Marche, comme certains l'imaginent? On a un remaniement dans quelques temps. Est-ce que certains de chez vous seraient tentés par le gouvernement? Bref, est-ce que vous êtes encore à l'aise en tant que femme de gauche dans Europe Écologie Les Verts tel qu'il existe aujourd'hui? D'abord, votre question est très astucieuse et j'essaierai de répondre. Oui, mais écoutez, vous savez, moi j'ai un langage clair et je n'utilise pas des mots n'est-ce pas, qui étaient donnés par les communicants. Écoutez, il y a, c'est vrai, aujourd'hui, une sorte, disons, de débat à l'intérieur du parti. Et on a vu que c'est, si on regarde les municipales, c'est, disons, la vision à gauche de l'écologie qui a gagné. On n'a pas gagné seul, n'est-ce pas? Les forces dites de gauche se sont rassemblées autour de notre projet écologique et c'est comme cela que nous avons gagné. Mais je ne parle pas, le mot gauche-droite, et on ne va pas discuter de ça. Jusqu'à maintenant, on disait ni droite ni gauche. Je vais vous dire, les écologistes qui ont gagné avec ce qu'on appelait il y a quelques années
les forces de gauche. Et il faut accepter cela. Les mots changent de sens. L'union de la gauche, c'est plus valable aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est l'union? Aujourd'hui, on est rassemblés, on est allés ensemble et on a gagné. Et il n'y a pas eu de concessions faites à la REM. Et il n'y a pas eu des alliances avec la REM. Peut-être qu'il y a eu une ou deux dérives. Peut-être, je n'ai pas fait des statistiques sur cette question. Moi, j'appartiens à cette frange des écologistes qui dit oui, pas d'écologie sans justice sociale. Voilà où j'en suis. Et pour moi, gauche, vous savez, c'est ce que disait Brune Poirson, qui était invitée des Vraies Voix tout à l'heure. Elle disait exactement la même chose que vous. Alors vous dites, on n'a pas voulu qu'il y ait d'alliance avec la REM, etc. Mais c'est exactement ce que disait Brune Poirson tout à l'heure. Donc c'est quand même assez étonnant et intéressant aussi d'entendre ça. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Esther Benbassa. Le temps passe très vite, évidemment. Les Vraies Voix politiques, ça continue dans un instant avec Gilbert Collard, parce qu'il y a eu les écolos qui effectivement se sont imposés dans ces municipales, et puis finalement le Rassemblement national qui s'est pas si mal débrouillé que ça non plus, et notamment en prenant Perpignan, ville de 120 000 habitants avec Louis Alliot. Et on va en parler avec Gilbert Collard dans un instant. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le lundi, c'est politique. Christophe Bordet. Les Vraies Voix politiques. Avant de parler tout à l'heure, dans quelques minutes maintenant, du procès Fillon et de la justice qui a rendu son verdict. Donc aujourd'hui, son jugement, plutôt. Voilà, le jugement qui est assez sévère quand même pour François Fillon. Il faut le rappeler, 5 ans de prison, dont 2 fermes. Le couple Fillon qui fait appel. Mais on va avoir l'occasion d'en parler dans quelques minutes maintenant dans les Vraies Voix sur Sud Radio. On poursuit sur le résultat des municipales. On a parlé de l'écologie tout à l'heure avec Esther Benbassa qui était avec nous. On en a parlé avec Nicolas Corato, président de l'Institut de recherche politique Place de la République, Philippe Binger, Maxime Thiebaud également, docteur en droit. Et on va continuer de parler de ces résultats parce qu'il y avait effectivement les écologistes d'un côté et puis finalement le Rassemblement national qui s'est pas si mal débrouillé que ça pour ce second tour des municipales, avec cette victoire notamment à Perpignan, Louis Alliot qui l'a emporté de manière très large finalement, qui remporte cette ville de 120 000 habitants. C'était la 4e fois que Louis Alliot se présentait. Et donc, voilà, maintenant c'est entre les mains d'Alliot et du Rassemblement national, et même au-delà, puisque c'est une liste qui était plus large, qui a été présentée là-bas. Et on avait le maire de Moissac, par exemple, tout à l'heure, dans le Tarn-et-Garonne, qui était également avec nous, Monsieur Lopez, donc voilà, qui a remporté lui aussi pour le Rassemblement national cette ville. Il y en a d'autres, bien évidemment. Gilbert Collard est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, Gilbert Collard. Vous êtes député européen, je le rappelle. Bon, alors tout d'abord, évidemment, cette ville de Perpignan avec Louis Alliot. Est-ce que, selon vous, justement, le Rassemblement national, finalement, c'est plutôt bien débrouillé, dans le sens où, au mois de janvier, on se souvient que Marine Le Pen avait dit il faut y aller, il faut briser ce plafond de verre, etc. Bon, il y avait eu le premier tour au mois de mars avec un certain nombre d'élus qui se présentaient dans des communes où ils étaient déjà maires, qui avaient été réélus, mais ça n'avait pas été de la folie furieuse, quoi, non plus. Bon, hier, vous vous êtes un peu rattrapé avec notamment Perpignan, on peut dire ça. D'abord, vous savez, Perpignan et sa gare, Salvatore Dali l'avait dit, c'est le centre du monde. Oui. Donc, donc c'est pas n'importe quelle élection. Bon, au-delà de l'anecdote picturale, c'est un magnifique résultat qui permet de dire que le fameux Front républicain s'est pris une sacrée entaille sur le front. On peut même considérer que la victoire de Louis Alliot transcende maintenant les clivages et que ce plafond de verre n'est plus que débris sur le sol des vieilles combines politiques entre le PS, les Républicains et la République En Marche et compagnie. Bon, ce qui pour nous est une chose évidemment tout à fait satisfaisante. Donc on peut remercier Louis Alliot de sa ténacité d'abord, parce que c'est la 4e fois qu'il y allait, et d'avoir réussi ce résultat qui est quand même, bon, tous les observateurs, même ceux qui nous détestent profondément, le reconnaissent, qui est un résultat vraiment très, très, très évident
est très, très louable. Oui. Alors, on entendait Louis Alliot hier. Moi, je me rappelle, on était en émission spéciale sur Sud Radio. On entendait Louis Alliot dans son discours qui se voulait tout d'un coup très rassembleur, alors que la campagne quand même n'a pas été de tout repos pour les uns et pour les autres. Il y a pas mal de noms d'oiseaux à Perpignan qui ont volé d'un camp vers l'autre, etc. Enfin, c'était un peu ardu par moments. Et là, on a eu un Louis Alliot qui tout d'un coup appelait au rassemblement. Enfin, c'est toujours un petit peu étonnant. Je vais vous dire, franchement, en tant qu'observateur, c'est toujours un petit peu étonnant parce qu'on se dit le Rassemblement national, il y a toujours une espèce de revanche sur la vie à prendre, quoi, je veux dire. Et là, tout d'un coup, ça y est, on est maire, alors on veut rassembler tout le monde, etc. Et on se demande toujours si on y croit vraiment quand on dit ça, parce qu'on sait très bien que ça va pas être possible. Bon, d'abord, Perpignan, par rapport à Marseille et par rapport à Paris, c'est la comtesse de Ségur, c'est de la Guimauve. Hein. Faut quand même savoir comparer les choses. Hein. On est bien d'accord sur ce plan. Maintenant, le devoir d'un maire, ou même le devoir de tout homme politique élu, une fois qu'il est élu, c'est de servir. C'est-à-dire de n'opérer aucune différence entre les uns et les autres. C'est-à-dire que c'est l'essence même, enfin à mes yeux, et depuis Aristote, de la vie politique. C'est de servir, d'être au service des hommes et des femmes, sans vous demander même s'ils ont voté pour vous ou pas. Il y a une notion de devoir à accomplir. Et je crois que Louis Alliot, quand il dit qu'il veut rassembler, il dit simplement qu'il veut être le maire de tout le monde, même de ceux qui n'ont pas voté pour lui, ce qui me paraît, dans une république, la moindre des choses. Les copinages, c'est pas une bonne chose pour la démocratie. La volonté de ne connaître que ceux qui ont voté pour vous, ce n'est pas une bonne chose non plus. Bon, il faut savoir être l'élu de tout le monde. Et je crois que Louis Alliot, qui est un sportif, un rugbyman, qui a l'esprit d'équipe, qui sait passer la balle, parfois plaquer aussi, parfois être un rugbyman un peu dur, il a cette mentalité de loyauté dans le jeu. Et il sera effectivement un maire qui rassemblera. Bon, question de Nicolas Corato, l'une des vraies voix ce soir politique. Oui, bonsoir Monsieur Collard. Dans la campagne de Louis Alliot à Perpignan, ce qu'on a remarqué pour ceux qui étaient de loin, donc moi je ne peux pas en parler plus que ça, on a remarqué quand même une campagne un peu sans étiquette de Monsieur Alliot, des affiches sans logo du Rassemblement national, finalement une forme d'ouverture au local. Est-ce que ça veut dire pour gagner des grandes villes de plus de 100 000 habitants, il faut mettre nécessairement l'étendard du parti dans sa poche ? Écoutez, je ne sais pas, ne m'envoyez pas de vous poser cette question. Je ne sais pas quel est votre champ visuel sur la politique, mais pour ignorer que Louis Alliot est membre du Rassemblement national, il faut être... C'est pas faux. Mais alors à ce moment-là, pourquoi ne pas faire figurer le logo du parti sur ces affiches ? Attendez. Je vous laisserai me poser toutes les questions du monde, ayez la courtoisie de ne pas Allez-y. Allez-y. Oui, non, mais on vous connaît, on connaît vos astuces. Non, je demande simplement aux gens de bien se tenir à table. Mais Nicolas Corato est très courtois. Il est très courtois, Corato. Et entre nous, c'est pas parce que c'est un gauchiste qu'il n'est pas courtois. Donc, non, mais il est très courtois. Non, mais chacun se tient bien à table et la vie est belle. Voilà, bon. Donc, je vais observer, après je répondrai directement à votre question, que pour ne pas savoir que Louis Alliot est membre du Rassemblement national, il faut habiter sur une lune gauchiste. Parce qu'il est le numéro 2 du Rassemblement national. Il est entré au Front National, il doit avoir 18 ans ou 19 ans. Il a été à un moment donné le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, je crois. Il a été le compagnon de Marine Le Pen. Il ne s'est jamais caché de son appartenance au Rassemblement national. Donc, tout le monde sait que Louis Alliot est membre du Rassemblement national. Maintenant, que nous ayons envie de gagner des électeurs au-delà du Rassemblement national, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Il y a peut-être, je ne sais pas à quel mouvement politique vous appartenez, mais peut-être que votre sectarisme, je ne me permettrai pas de l'affirmer, vous interdit de ramener dans le sein de votre mouvement des gens qui n'y appartiendraient pas, mais moi je pense que la vie démocratique, c'est très précisément de ramener dans le sein d'un parti des hommes et des femmes qui n'y appartiennent pas.
Ouais. Vous n'êtes pas encarté. Non, mais la Corrado. démocratie, c'est aussi de dire d'où on parle. Oui, mais Gilbert, pardon, excusez-moi. Non, Gilbert, comme tu m'avais... C'est important de savoir vers qui on vote. Oui, mais Gilbert, comme Allez, tu Philippe m'avais Bilger. reproché la dernière fois de ne pas te tutoyer, je le fais. On peut supposer... Je vous en prie. On peut supposer que sur la liste d'Alliot, il n'y avait pas que des membres du Rassemblement national. Premier point. Mais je voudrais te poser une question au risque d'encourir l'opprobre de mes amis. Moi, j'ai trouvé, même si on ne vote pas pour le Rassemblement national, il me semble que l'élection de Louis Alliot offre l'intérêt d'avoir démoli la façade apparemment éthique d'un front républicain qui, en général, a créé plutôt des combines que de la pureté. Oui, et surtout, il y a quelque chose qui me paraît, il était complètement anormal qu'un maire républicain médiocre soit encore sauvé par le bouclier que représentait la peur panique du Rassemblement national. Alors je sais que tout le monde n'est pas de mon avis et on peut juger ma démarche absolument pas éthique, mais je vois ces en tout cas, deux Collard avantages. va être du même avis, ça c'est Ces sûr. deux avantages dans l'élection. Voilà une réflexion très perspicace. Il y a des moments où on sent l'intelligence vibrer. Oui, ça vibre. Oui, effectivement, je partage ce point de vue et je trouve que l'histoire du fameux Front républicain, elle a été écrite. On sait très bien que c'est une invention concoctée par Mitterrand, qui s'est dit c'est un excellent moyen pour s'assurer, dans une espèce de partouze sordide et électorale, le soutien des uns et des autres. Et la vie politique française, depuis des années et des années, est construite sur ces combines qui permettent à un républicain d'aller dans un gouvernement de M. Macron en étant en marche, comme plein de ministres actuels qu'on connaît, qu'on ne citera pas par charité. Bon, ça permet l'inverse. Bon, quand vous pensez que Darmanin... Non mais d'accord, allez-y rapidement. Vous pensez que Darmanin, pour justifier d'avoir rampé jusqu'au ministère de M. Macron, a pu déclarer c'est pour faire obstacle au Front National. Non, mais attendez, cet argument est la lessiveuse des consciences les plus noires, les plus dégueulasses, quoi. Bon, et que finalement on arrive à dire que ça n'existe plus, c'est une bonne chose. Non mais quand on parle des combines, je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié par rapport à ce que je vais dire, bien évidemment, mais vous aussi, vous êtes content quelque part quand il y a un LR qui tout d'un coup vient vous voir, il y en a eu, et qui rejoint le Rassemblement national. Ça ne marche pas que dans un sens, ça marche dans tous les sens. Vous êtes le soleil de ma fin de journée. Je crains le pire, il fallait que quelqu'un, je ne sais pas, je ne vous vois pas, malheureusement. Mais j'ai pas changé, je suis toujours le même. C'est vrai, il n'y a pas de vieillissement dans l'air, c'est une bonne nouvelle. Sinon, vous avez L'Oréal qui peut vous soigner. C'est L'Oréal, bon, mais c'est merveilleux d'entendre que le fait, pour un républicain, il n'y en a pas beaucoup, de venir au Rassemblement national est une bonne chose. Et ça fait plaisir, mon Dieu. Merci. Non, mais c'est vrai que ça se passe aussi dans ce sens-là. C'est une réalité. Et vous n'êtes pas contre. Mais non, mais attendez, on ne peut quand même pas quantitativement, et ça, votre honnêteté. Non, mais bien sûr. Bon, voilà. Non, mais bien sûr. Pas du tout. Bon, là, vous avez raison d'évoquer ces cas, mais de l'autre côté, c'est une mécanique. Ouais. C'est une mécanique. Bon, ça a été étudié du reste. Je veux dire, j'invente rien. Bon, ça a été analysé. Il y a des tas d'articles là-dessus. Bon, c'est une combinaison pour que des maires qui ne pourraient pas être élus le soir, pour que des députés qui ne pourraient pas être élus le soir. Il y a une entente un peu malsaine entre les Républicains et la République En Marche, et parfois même le Parti Socialiste, pour se passer le pouvoir d'une main à l'autre. Bon, et ça, je trouve que c'est pas bon. Ça me paraît pas très sain dans une démocratie. Question de Maxime Thiebaud. Bonsoir Monsieur Collard. Bonsoir. Alors moi je vous cache pas, je suis pas sectariste parce que j'ai voté Marine Le Pen en 2017. Au moins là, donc, on sait je ne tout. cache pas. Il se cache pas. Et je suis très content que le Front républicain ait pris du plomb dans l'aile pour une raison très simple, c'est que pour moi il n'existait pas, il ne devait pas exister, parce que le Front national, qui est devenu le Rassemblement national, est un parti républicain. Si par définition il ne l'était pas, il serait interdit en France. Donc j'en ai ras-le-bol
d'entendre en permanence une absurdité qui vient contredire finalement une logique qui est le fait que le Rassemblement national est un parti républicain. Après ce compliment, j'en viendrai vous ferez le chèque à Collard à la sortie. Oui, vous ferez le chèque, on n'oublie pas. C'est courageux. Après ce compliment, j'en viendrai quand même au fonctionnement du Rassemblement national. Et je note que depuis 2014, le Rassemblement national, j'ai encore du mal, n'a pas su évoluer localement. Et je remarque que dans beaucoup de départements, vous n'avez pas présenté des listes, vous avez présenté des listes avec des personnes qui étaient franchement d'un niveau pitoyable, il faut l'avouer honnêtement. Oui. Et j'ai peur, je termine juste ma question, monsieur Collard, excusez-moi. Oui. Et honnêtement, pour les régionales, j'ai du mal à voir une perspective de liste intelligente avec des gens compétents sur l'ensemble du territoire national, alors que vous risquez très fortement de gagner certaines régions. Et donc, je me demande quelle est votre stratégie pour avoir enfin des gens d'une certaine compétence. Ce que vous dites, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent avec l'étiquette Rassemblement national qui sont incompétents, c'est ce que vous dites là. Oui, mais il y a des gens qui ont un niveau pitoyable. Moi, je suis de Saône-et-Loire, je vois la liste à Chalon-sur-Saône, un repris de justice qui avait des casseroles longues comme le bras. Il est vrai que la porte-parole... Une réinsertion. Il est vrai que la porte-parole du gouvernement est un modèle de compétence. Des incompétents, il y en a partout. Je crois... non, mais bon, je veux dire, j'arrête là l'énumération. J'arrête là, parce que je pourrais... il est vrai que Castaner est le plus grand ministre de l'Intérieur, et puis le plus grand juriste aussi, avec le concept de soupçon avéré. Mais ils sont au pouvoir grâce à vous, monsieur le député. Non, eux sont au pouvoir et grâce à vous. Non. Donc, compétents ou incompétents, ils sont au pouvoir, ils l'ont conquis, et grâce à vous. Attendez, si les Français avaient voté pour nous, ils ne seraient pas au pouvoir. Enfin, qu'est-ce que vous racontez là? C'est peut-être parce que Marine Le Pen n'a pas été assez bonne à l'époque, en tout cas. Non, mais d'accord. Ça, c'est vous qui le dites. Enfin bon, ça c'est le jeu du combat politique. C'est les électeurs qui font qu'on arrive au pouvoir. C'est pas la faute de l'autre qui fait qu'un homme ou une femme vienne au pouvoir. Mais pour répondre très franchement à votre question. Je pense que votre observation est fondée en petite partie, mais elle tient à ce que vous avez évoqué. Voilà, vous avez fait un constat et vous avez donné avant l'explication du constat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le parti a été frappé d'opprobre, a été très maltraité. J'entendais encore hier sur France 3 un socialiste barbu, vous me direz c'est quasiment un pléonasme, qui traitait comme ça devant des journalistes ébahis, sans que personne ne le reprenne. Je pense que ça fera l'objet d'un procès, du reste. Le Front National est un parti raciste, a-t-il dit. Il y a des gens racistes. Et personne sur le plateau ne représentait le Rassemblement National. Et personne n'a répondu. Alors c'est vrai que dans ce contexte d'hypothèque, de critique, les gens qui pourraient venir vers nous, jusqu'à présent, maintenant je crois que c'est terminé, avaient une espèce de peur d'être maltraités, même d'un point de vue médiatique même, de ne pas avoir le prix Nobel médiatique de la paix, vous voyez, de ne pas être encensé par tous les bobos parfumeurs des salons parisiens. Bon, alors c'est vrai que d'un certain point de vue, ça a dû arrêter des gens. Mais maintenant, entre nous, quand on voit des Messias et bien d'autres, Garot et bien d'autres, quand même, et même moi je vois autour de moi des gens d'extraordinaire qualité qui en ont plus rien à foutre, mais alors, de ce qu'on peut dire, et qui maintenant se montrent. Ouais. Et ça a un effet d'évolution très salutaire. Allez, merci. Merci beaucoup Gilbert Collard d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio et puis d'avoir commenté évidemment ces municipales et notamment à Perpignan. C'est vrai qu'il y a eu une époque en tout cas et c'est ça aussi qui colle un peu au basque du Rassemblement National, mais j'ai envie de dire, on n'a plus le temps d'en parler, mais le nom Le Pen ça colle au basque et c'est pas sûr que ça réussisse au Rassemblement National au bout du bout. Voilà. Et le plafond de verre il est peut-être dû à ça aussi, c'est un détail. C'est comme ça quand on reprend une épicerie, voilà. On garde le nom. Bon, allez, on va continuer de parler évidemment de l'actualité politique et du couple Fillon qui a été condamné aujourd'hui. On va débattre de tout ça dans quelques secondes. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le lundi, c'est politique.
Christophe Bordet. Et on termine avec l'information de cette journée, c'est la condamnation des époux Fillon pour emploi fictif et détournement de fonds publics. La justice qui n'a pas été tendre, mettant de côté les derniers rebondissements liés aux possibles pressions du parquet. 5 ans de prison, dont 3 avec sursis pour François Fillon, 3 ans avec sursis pour Pénélope Fillon, remboursement d'1 million d'euros à l'Assemblée nationale, 10 ans d'inéligibilité pour François Fillon. Le couple a décidé de faire appel. Une réaction des uns et des autres. Maxime, tiens, pour commencer, c'est mérité ou pas, ça ? J'aimerais rappeler juste une chose, il reste présumé innocent, donc la décision finale est d'accord. Non, mais ça, c'est... Et il y a quand même un jugement. Oui, il y a un jugement, mais il y a un appel, et puis moi je crois en la présomption d'innocence. Donc ça, j'y suis attaché. Quand ça vous arrange peut-être, mais c'est pas grave. C'est la base de l'état de droit. Oui, d'accord. Donc ça, je trouve la sanction ni sévère, je trouve assez juste, honnêtement. Enfin, je suis pas étonné. Alors, ce qui est terrible et qui doit faire peur à beaucoup d'élus, c'est cette peine complémentaire d'inéligibilité. Parce que 10 ans, là. 10 ans, 5 ans, 10 ans, je crois qu'il y a eu 10 ans. 10 ans. C'est terrible. Et je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui sont dans ce cas-là. Et je connais une liste de députés, de sénateurs impressionnantes qui ont fait travailler leurs femmes et qui se trouvent exactement dans les mêmes faits, dans le même cas, et qui pourraient se voir cette même peine. On aurait et qui ne sont pas forcément poursuivis en justice. Et qui ne sont pas poursuivis en justice, qui posent quelques questions sur l'opportunité des poursuites. Mais en tout cas, je pense que beaucoup ont peur ce soir. Il n'était pas candidat à la présidentielle. Oui, mais c'est ça le malheur. Ceux dont on parle n'étaient pas candidats. C'est ça. Ouais. Mais vous sous-entendez quoi concrètement ? D'abord, il faut séparer radicalement, à mon avis, ce qui relève de la destruction, de mon point de vue judiciaire, de la candidature présidentielle de François Fillon par la collusion entre le PNF pour aller vite le parquet national financier, le pouvoir de gauche. Et ça, c'est un problème. Mais le procès lui-même, les infractions, si elles sont constituées, et d'emblée, j'ai pensé que sa défense était faible, eh bien, les sanctions, comme vous le dites, sont tout à fait normales, peut-être sévères, mais j'espère qu'en appel, François Fillon comprendra que d'abord il ne doit plus forcément chercher une défense classique, il peut avoir envie de casser la baraque et il pourra intégrer ce qu'il sait sur le PNF, ce qui n'a pas pu être plaidé dans le premier procès. Mais je ne vois pas un changement radical en appel, il y aura peut-être une légère atténuation de peine avec un peu plus... Mais ça veut dire qu'il pourrait faire de la prison, vraiment ? Oui, enfin, il y aura un pourvoi en cassation, éventuellement, il y a beaucoup de choses. Avec une peine aménagée, je sais pas, on ne sait pas. Mais pourquoi pas mais surtout, il aura un peu plus de considération en appel. Nicolas Corato, votre sentiment, vous ? Moi, je rejoins ce qui s'est dit, et c'est vrai que la peine d'inéligibilité, elle pose question quand même, parce que c'est, pour le coup, moi je suis toujours très, très mal à l'aise avec cette peine, que je considère, moi qui considère que les juges ne font pas de politique, mais mettez-vous à la place des gens, ils se disent que c'est un peu normal. Non mais autant condamner un élu pour ce qu'il a fait et qu'il purge une peine, y compris de prison ferme, ça ne me pose aucune difficulté, autant que des juges décident que cet élu ne pourra plus se représenter, ça c'est une question qui interroge la démocratie. Mais il faut le dire comme ça. Moi je pense juste à la coïncidence des révélations de Madame Oulette, qui s'est confiée devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, et le délibéré qu'on a aujourd'hui. Et je pense aux Français qui essayent de comprendre comment fonctionne leur justice et comment fonctionne leur justice quand elle concerne leurs élus. Et je me dis que plus rien n'est clair et que tout est confus. C'est-à-dire qu'effectivement, la distinction dont vous parliez, Philippe, et qu'il faut faire entre la poursuite et puis l'infraction, je pense que personne ne l'a fait dans la confusion médiatique qui règne autour de cette enquête et qui réclamerait un peu plus de volonté politique d'Emmanuel Macron. Je pense que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne suffira pas à faire toute la lumière sur cette enquête, voire même servira à ne pas la faire du tout, pour être très clair, et qu'il faudrait surtout quand on n'a pas de risque. Et qu'il faudrait une commission d'enquête indépendante avec des pleins pouvoirs pour savoir s'il y a eu la pression du pouvoir entendu, les Français ont de gauche le droit à l'époque de savoir pour faire tomber en 2017. Bon, mais en même temps, il y a quand même des faits. Et c'est moi qui le dis.
mais Non, mais en Nicolas, même temps, il y a des faits. Pardon, il y a mais quand même des Nicolas, faits. mais la Non, question mais est pas là. c'est bien ce que dit Mais il Philippe. n'y a aucun L'infraction. doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, mais Parce que moi, j'en tu ai, moi, comprends, Philippe, parce Nicolas, que je suis naïf. Non, mais Nicolas, objectivement, quand on connaît un petit peu sans tomber Oula. On les se fait tirer les oreilles. n'importe quelle affaire signalée, même la plus légère, allait directement du judiciaire au politique et c'était normal. Alors vous imaginez pour l'affaire finale. Bon, on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment dans les vraies voix sur Sud Radio. Dans un instant, c'est le Loft Musique qui sera de retour avec notre ami Cugius qui est dans le coin. Cugius, bonjour, bonsoir. Et oui, il est là. Voilà. Il est là, oui, là, il cherchait, il écoutait tous les mots que vous disiez, il se disait que ça pouvait faire des chansons. Hein. Les DJ en colère. Les DJ en colère. les hein. DJ. Ouais, oui, Ah bah oui, absolument. il n'y a plus de boulot dans les boîtes de nuit là. Mais non, mais complètement. On a d'ailleurs un des meilleurs DJ au monde ce soir qui s'appelle Moziman. Oui, je Qui connais. est à l'époque, parce que oui, c'est Il vrai, a fait vous quoi connaissez comme Christophe il a fait quoi comme concours de chant déjà, je sais plus. Il a gagné la Star Academy. C'est ça. Il y a quelques années Voilà. et il est devenu DJ et là il sort un album très intéressant où là il est plus que DJ, il est producteur, il est musicien, donc on va en parler avec lui. Et puis on aura aussi un garçon qui s'appelle Mister Matt qui a C'est été pas moi, lui ça. produit et non Jean Matt. qui est produit par Gaëtan Roussel. Il sera avec nous tout à l'heure également. Voilà, on fait que du bon, hein, comme d'hab. Bah, On comme se régale, d'hab, hein. comme d'hab. Il On manque plus se que la régale. rillette et le jambon et tout va bien. Merci, Et le merci pain, et le beaucoup. Merci beaucoup.